Si que vous allez entendre, n'est-ce pas une légende? C'est une vérité l'histoire tente d'effacer, accortez bien, car derrière la beauté, s'y cache parfois l'horreur. Imaginez un monde où la perfection du corps n'est pas une bénédiction, mais une condamnation. Un monde où la beauté juvénile attire les regards, non pas d'admiration, mais de convoitise. Être né avec un visage d'ange signifiait être marqué pour un destin pire que la mort. Pendant des siècles, innombrables furent les jeunes garçons, dont la seule faute fut d'être nés trop beaux, des enfants transformés malgré eux en objets de désir, de prestige et de pouvoir. Leur beauté, célébrée un jour, devint le sceau de leur souffrance. Dans ces civilisations anciennes, la beauté masculine n'était pas un don, mais une ressource, une richesse que l'on cueillait, que l'on échangeait, que l'on consommait. Les empires voyaient dans ces visages purs un luxe silencieux, une offrande aux puissants. Imagine, tu as 12 ans, tu ne comprends pas encore ce que cela veut dire. Tu vois seulement les hommes aux habits précieux, ceux qui t'ont choisi. Ils sourient, te disent que c'est un honneur, mais leur regard te glace. Et quand le chariot s'éloigne du village, le bois grince sous ton poids et tu sens que quelque chose se brise. Tu regardes derrière toi, les collines, ta maison, ta mère qui ne peut plus te suivre. Et là, une vérité te frappe. Ta beauté n'est pas un cadeau, c'est une chaîne, une malédiction qui décidera de chaque instant de ta vie à venir. Aujourd'hui, nous vivons dans une société obsédée par l'apparence. Nous glorifions la jeunesse, nous dépensons des milliards pour la beauté. Mais dans le monde ancien, être parfait n'ouvrait pas des portes. Cela les fermait à jamais. La beauté était un piège doré. Si tu étais un jeune garçon paysan et que le hasard t'avait donné un visage sans défaut, ton sort était déjà écrit. Tes traits harmonieux, ta peau sans tache, ta démarche gracieuse. Autant de signes qui faisaient de toi une proie. Et personne ne pouvait te sauver. Dans les palais impériaux de Chine, dans les harems ottomans, dans les cours byzantines, jusque dans les maisons secrètes des marchands, partout la même histoire se répétait. Les plus beaux étaient repérés, choisis, arrachés à leur enfance, puis enfermés dans le silence. Ce n'était pas le hasard. C'était un système, organisé, méthodique. Un monde d'hommes puissants, chargés de repérer la beauté rare, de la capturer, de la posséder. Ces enfants devenaient des trophées vivants, des ombres décoratives au service du pouvoir. Ainsi, dans ces sociétés où la beauté était une monnaie, un jeune garçon trop parfait ne possédait plus rien, pas même sa propre vie. Car dans ce monde-là, la beauté d'un garçon ne le sauvait pas, elle le condamnait. Les critères étaient précis, les méthodes d'inspection impitoyablement rigoureuses, et le destin de ces enfants était déjà scellé au moment même où ils étaient jugés dignes de leur nouveau rôle. Leur beauté devenait leur sentence. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. C'est grâce à votre curiosité que ces récits, ensevelis depuis des siècles, reprennent vie. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces fragments d'humanité perdue, venus d'époques lointaines, reliés aujourd'hui à travers le temps et l'espace par notre soif commune de comprendre le passé. Car derrière chaque fait historique, il y a une respiration, un regard, une vie brisée. Le soleil du matin effleure à peine l'horizon quand ils arrivent dans ton village. Les convois de sélection ne préviennent jamais. On les entend avant de les voir. Le martèlement des sabots sur les pavés et le cliquetis des pièces d'or dans les bourses de cuir. Ce son, tu ne l'oublieras jamais. Ce ne sont pas des bandits, ni des pillards. Ce sont des professionnels, des hommes formés, méthodiques, qui ont perfectionné, au fil des décennies, l'art d'évaluer la chair humaine. Ils travaillent pour les empereurs, les sultans, et pour les riches mécènes dont les désirs exigent la perfection. Dans l'Empire ottoman, cette pratique atteignit un degré de raffinement inquiétant.
au point de rendre les trafics humains modernes presque grossiers en comparaison. Le système du Dev Chermé, censé recruter des garçons chrétiens pour le corps des janissaires, avait son reflet plus sombre. La sélection de jeunes garçons destinés au harem impérial. Ces sélectionneurs, appelés Sububasher, parcouraient les villages des Balkans comme des chasseurs aguerris. Leur regard, exercé par des années de service, savait reconnaître les signes d'une beauté rare chez les enfants paysans. Ils cherchaient la symétrie parfaite, la grâce dans le mouvement, et cette lumière fragile dans les yeux qu'aucun entraînement ne peut créer. Le garçon qu'ils examinent aujourd'hui a 13 ans. Il s'appelle Michael. Il ne comprend pas pourquoi cet homme étrange lui touche le visage, fait tourner sa tête vers la lumière, fait glisser ses doigts rugueux le long de sa mâchoire. Il reste immobile, le souffle court, sans comprendre qu'à cet instant, sa vie bascule. Les mains du sélectionneur sont froides, précises, presque mécaniques. Elles tracent les contours du visage du garçon, avec la minutie d'un joaillier examinant une pierre précieuse. Chaque détail compte. La courbe des lèvres, l'arc des sourcils, la finesse du nez, la lumière dorée sur ses cheveux bruns. « Ouvre la bouche !» ordonne-t-il d'une voix sèche, teintée de l'autorité impériale. Les lèvres tremblantes de Michael s'entr'ouvrent, révélant des dents droites et blanches, épargnées par la carie qui ronge tant d'enfants des campagnes. Le sélectionneur hoche lentement la tête et note sur un parchemin ce qui décidera du destin du garçon. Des dents parfaites, exigence absolue. Une seule cassée et il aurait été rejeté. Dans ce monde, la beauté devait être totale, ou ne pas exister. L'examen se poursuit avec une rigueur implacable. Le sélectionneur passe lentement ses mains dans les cheveux de Michael, cherchant la moindre trace de poux, inspectant le cuir chevelu à la recherche de cicatrices ou de maladies. La qualité des cheveux était capitale, ils devaient être épais, brillants, sans parasites. Dans le harem impérial, les cheveux d'un garçon seraient parfumés d'huile précieuse, tressés, décorés de joyaux, un symbole vivant de perfection. « Enlève ta chemise !» ordonne le sélectionneur. La voix est calme mais autoritaire. La mère de Michael, debout à quelques pas, laisse échapper un gémissement, avant qu'un garde ne la réduise au silence d'un simple regard. Le torse du garçon apparaît, pâle, lisse, sans cicatrice, témoin d'une jeunesse épargnée par la misère. Les mains du sélectionneur parcourent la peau, cherchant des marques, des taches, des imperfections. Ce rituel est fait pour humilier. Il brise l'innocence, impose le pouvoir. Chaque geste clinique efface un peu plus l'humanité du garçon. Dans ce face-à-face silencieux, Michael devient un objet, un corps à évaluer. Le sélectionneur teste la tonicité de ses muscles, sa souplesse, observe la façon dont il se tient. « Marche », dit-il simplement, et Michael obéit, contraint de défiler sous des regards froids et calculateurs. La grâce était essentielle. Dans les palais impériaux, ces garçons devaient se mouvoir comme des danseurs. Ils incarnaient un idéal, une beauté masculine à la fois forte et délicate, imposante et soumise. Mais la sélection ne se limitait pas au corps. Le test psychologique commençait. Le sélectionneur engage la conversation, observe les réactions, mesure l'intelligence, la vivacité, la docilité. Un garçon trop agressif serait dangereux. Un garçon trop docile, sans intérêt. Le candidat parfait devait réunir 3 vertus, beauté, esprit et malléabilité. C'est cette combinaison rare qui faisait de lui une matière malléable, prête à être façonnée selon les désirs de ses maîtres. Ainsi, dans les cours impériales de Chine, la sélection obéissait à d'autres règles, mais la logique restait la même, la perfection. Les eunuques administrateurs chinois avaient un langage précis pour décrire la beauté. Les yeux d'un garçon pouvaient être dits eau d'automne, s'ils reflétaient la profondeur et la pureté désirée. Sa peau pouvait être appelée jade blanc, si elle possédait cette lumière vivante que l'on associait à la noblesse. Ses gestes, eux,
était jugé comme soit fluide lorsqu'il combinait élégance et maîtrise. Chaque mot, chaque image traduisait une obsession. Trouver la beauté idéale. Les mains et les pieds faisaient l'objet d'une attention particulière. On croyait que des extrémités fines et délicates trahissaient un caractère noble. Les doigts étaient examinés, pliés, observés un à un. Les ongles devaient être nets, les paumes lisses. Quant aux pieds, ils devaient être bien proportionnés, sans marque, avec des orteils réguliers. Le moindre détail comptait, car tout devait servir l'harmonie. La voix, elle aussi, était un critère décisif. On demandait aux garçons de réciter des poèmes ou de chanter de courts vers. Les sélectionneurs écoutèrent la clarté, le timbre, la musicalité. Une voix trop grave était éliminée. Une voix trop fine, jugée sans richesse, ne convenait pas aux salles du palais où le son devait caresser les murs d'or et de marbre. Dans l'Empire byzantin, la sélection prenait un autre visage. Les recruteurs, souvent d'anciens eunuques eux-mêmes, cherchaient l'idéal grec, la perfection du profil, la symétrie du visage, l'équilibre du corps. Ils étudiaient la ligne du front au menton, la forme des oreilles, la longueur du cou. Chaque angle, chaque ombre était mesuré selon les canons de la beauté classique. Le garçon parfait devait posséder, disait-il, l'âme de la gazelle, douce, éveillée, docile. L'âge de la sélection était calculé avec soin. Trop jeune, le garçon risquait de mourir durant le voyage. Trop âgé, il devenait difficile à modeler. L'âge idéal se situait entre 10 et 14 ans, un âge fragile, suspendu entre enfance et adolescence. La santé était primordiale, mais pas au sens moderne. Elle devait garantir non pas la force, mais la beauté. Dans ce monde, la perfection n'était pas une bénédiction, c'était une condamnation. Les sélectionneurs ne recherchaient pas la force robuste des paysans ni la constitution solide des enfants faits pour le travail des champs. Ils cherchaient une autre forme de santé, une fragilité maîtrisée, une beauté vivante qui réagirait bien à la nourriture raffinée, aux exercices et aux soins médicaux des cours impériales. Le processus de sélection pouvait durer des jours, parfois des semaines, les évaluateurs traversant villages et cités, examinant des centaines d'enfants pour n'en choisir qu'une poignée. Les garçons rejetés retournèrent chez eux, souvent traumatisés par l'expérience, mais libres de retrouver leur vie ordinaire. Les élus, eux, entamaient un voyage qui allait les transformer entièrement. Leur identité d'origine serait effacée, remplacée par une nouvelle, façonnée pour satisfaire les désirs de leur futur maître. Derrière cette sélection, il y avait toujours une logique économique. Ces enfants représentaient un investissement. Leur acquisition, leur transport, leur formation coûtaient cher. Les sélectionneurs savaient que leur choix serait jugé non seulement sur des critères esthétiques, mais aussi sur leur rentabilité. Un garçon qui échouait après des mois d'entraînement coûteux ternissait leur réputation. Les contextes religieux et culturels variaient selon les civilisations, mais la logique demeurait la même. Ces garçons étaient choisis pour incarner la beauté masculine idéale, destinée à des rôles mêlant compagnie, art et servitude. Tout dans ce processus visait à identifier ceux qui pouvaient être transformés, modelés, adaptés. Il fallait qu'ils conservent assez de stabilité psychologique pour survivre dans les cercles complexes du pouvoir. Les archives de ces sélections sont glaçantes. Elles décrivent en détail les critères employés, les méthodes d'évaluation, les taux de réussite. Ce n'étaient pas des crimes d'opportunité, mais des opérations méticuleusement organisées où les enfants étaient traités comme des marchandises. Le moment de la sélection marquait la fin d'une vie et le début d'une autre. Les garçons choisis étaient arrachés à leur famille, souvent sans retour possible. Ils recevaient un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouveau but. Leur ancien moi était effacé, remplacé par une image façonnée pour plaire.
Le traumatisme psychologique de cette transformation était incommensurable. Ces enfants étaient déracinés, plongés dans un monde où leurs valeurs se mesuraient à leur capacité à satisfaire les autres. Chaque geste du processus visait à briser leur individualité, à leur apprendre qu'ils n'étaient plus des êtres humains, mais des possessions. Pour leur famille, la douleur prenait d'autres formes. Certaines recevaient une compensation, une somme d'argent qu'elles n'avaient jamais vue auparavant. Mais aucun or ne pouvait apaiser la perte d'un fils, ni l'idée du sort qui l'attendait. Souvent, les sélectionneurs eux-mêmes étaient d'anciens concubins. Ils connaissaient parfaitement le système qu'ils servaient. Leur expérience rendait leurs choix plus précis, plus efficaces. Mais elle les condamnait aussi à une conscience terrible. Ils savaient exactement quel destin attendait les enfants qu'ils désignaient. Leur travail n'était pas seulement administratif, c'était une répétition du cycle dont ils avaient eux-mêmes été victimes. Le transport des garçons choisis était soigneusement organisé. On les faisait voyager en petits groupes, sous couvert de caravanes marchandes ou de pèlerinages religieux, afin d'éviter les soupçons. Le voyage faisait partie de la préparation. Ils étaient isolés de leur famille, privés de repères, entraînés à accepter leur nouveau statut. Pendant le trajet, on leur enseignait les premières règles de leur futur rôle, la langue du palais, les coutumes et la discipline physique. L'objectif était qu'ils arrivent déjà transformés, des enfants qui commençaient à oublier qui ils avaient été. Le système de sélection des concubins masculins fut l'une des formes de traite humaine les plus organisées et les plus perfectionnées de l'histoire. Il mêlait évaluation esthétique, contrôle psychologique, calcul économique et ingénierie sociale. Un mécanisme impitoyable au service des désirs des puissants. Les garçons pris dans ce réseau perdaient tout. Leur liberté, leur famille, leur nom et souvent leur vie. Les archives qui subsistent témoignent de la froideur méthodique de ce commerce humain. Des critères détaillés, des méthodes normalisées, des rapports de succès et d'échecs. Une efficacité qui serait admirable si elle n'était pas si monstrueuse. Cet héritage dépasse les individus. Il révèle une déshumanisation systématique, la réduction de l'enfance à une valeur marchande et la banalisation d'une exploitation qui résonne encore dans les ombres de l'histoire. Comprendre comment ces systèmes fonctionnaient, comment ils étaient justifiés et comment ils furent finalement abolis, offre un éclairage essentiel sur la lutte permanente contre la traite humaine et l'exploitation des enfants. Les garçons sélectionnés pour ces rôles n'étaient ni volontaires, ni consentants. C'étaient des enfants identifiés, évalués, puis traités selon des critères qui les réduisaient à des objets d'échange. Leur histoire rappelle la capacité de cruauté systématique des sociétés humaines et l'importance de rester vigilant face à tout système qui réduit l'homme à sa valeur d'usage. Le processus de sélection n'était que le début d'une transformation totale. Les critères d'évaluation, les méthodes employées, la rigueur du dispositif tout entier révèlent une planification d'une précision terrifiante. Les garçons choisis allaient affronter des épreuves qui mettraient à l'épreuve chaque fibre de leur humanité, et leur survie dépendrait de leur capacité d'adaptation à des conditions qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. L'inspection, une évaluation clinique de la marchandise humaine. Sous le palais impérial, les salles d'attente sont faiblement éclairées par des lampes à huile. Leurs flammes vacillantes dessinent des ombres mouvantes sur des murs de pierre qui ont déjà été témoins de ce rituel des centaines de fois. L'air est chargé d'encens, une tentative vaine pour masquer l'odeur du désespoir et de la peur. Dans ces chambres souterraines, les garçons sélectionnés attendent leur dernier examen, celui qui déterminera leur place dans la hiérarchie du palais. Ahmad a 14 ans. Sa peau d'un brun doré garde la douceur d'une enfance à l'abri du soleil qui atteignait le visage de sa famille paysanne. Il se tient nu, au centre de la pièce, les bras le long du corps,
tandis qu'autour de lui, d'autres enfants tremblent en silence, leurs yeux reflétant le même mélange de terreur et de résignation. Le grand examinateur entre. Ses pas sont lents, mesurés, ceux d'un homme qui a accompli ce rituel des milliers de fois. Ses vêtements sont de soie, ses mains, lisses et entretenues, trahissant les privilèges de la vie de cour. Mais dans son regard, brille la froideur de décennies passées à évaluer de la chair humaine. Derrière lui marchent ses assistants, portant instruments et parchemins, destinés à consigner chaque détail du corps et de l'esprit des enfants. Toy. Le chef désigne Ahmad, sa voix chargée de l'autorité de celui qui n'a jamais été contredit. Avance. Les pieds d'Ahmad bougent avant même que son esprit le décide. Son corps obéit, pendant que tout en lui hurle de peur. L'examen commence par la tête. Les doigts de l'examinateur fouillent les cheveux du garçon, vérifiant leur texture, leur densité, leur couleur. Il tire brusquement une mèche. Les racines tiennent bon. Excellente qualité, murmure-t-il. La couleur prendra bien les teintures pour les grandes occasions. Le visage d'Ahmad est inspecté comme un joyau sous une lumière d'expert. Les mains de l'examinateur orientent sa tête, effleurent l'ossature fine sous la peau. Avec des compas métalliques, il mesure la distance entre les yeux, les instruments froids mordant la chair sensible. Ouvre la bouche. Les dents sont droites, blanches. Le métal racle contre l'émail pendant que chaque dent est examinée, testée, notée. Les résultats tombent. Structure dentaire parfaite. Aucun signe de carie. Alignement impeccable. Gingival signs. Ces détails comptent. Car ici, chaque partie du corps a une fonction prévue. Et toute imperfection peut diminuer la valeur marchande du garçon. Les doigts du maître pressent ensuite la gorge d'Ahmad. Parle. Le garçon hésite. Sa voix s'étouffe. J'ai dit parle. Cette fois, un souffle s'échappe. Son nom tremblait. Une voix claire malgré la peur. Bonne clarté. Ton agréable. Auteur idéal pour la formation vocale. Encore une note inscrite sur le parchemin. Le torse est examiné à son tour. Chaque centimètre de peau est observé, palpé, évalué. Les doigts glissent, pincent, étirent. Aucune cicatrice. Élasticité parfaite. Teinte idéale. L'examinateur commande d'un ton neutre. Clair, mais pas trop. Suffisamment exotique pour plaire aux cours de l'Est. Puis viennent les mains. Il mesure la longueur des doigts, la souplesse des articulations, la forme des ongles. Les gestes d'Ahmad sont gracieux, précis et notés comme tels. Les pieds reçoivent le même traitement. Chaque orteil est examiné, chaque articulation testée. Pas de traces de travail manuel, pas de callosité. Proportions harmonieuses. Tile convenable. L'enfant tremblant comprend alors. Même ses pieds ont une valeur. Dans ce lieu où chaque souffle est pesé, il n'est plus un être humain. Il n'est plus qu'un numéro dans la mécanique parfaite d'un empire. Un corps catalogué, prêt à être façonné au service du pouvoir. Tourne-toi. L'ordre tombe, calme mais irrévocable. Ahmad obéit lentement, conscient que chaque parcelle de son corps est scrutée, cataloguée. L'examinateur observe son dos, vérifie la rectitude de la colonne, la symétrie des épaules, la courbe du bas-rein. Ses mains plient, étirent, testent la souplesse des articulations, notant chaque mouvement avec la précision d'un artisan. Puis commence l'évaluation psychologique, une série de questions destinées à jauger l'intelligence, la capacité d'apprentissage, le tempérament naturel. On l'interroge sur sa famille, son éducation, ses rêves, ses peurs. Mais ces questions ne portent aucune compassion. Elles font partie d'un protocole froidement méthodique, conçu pour déterminer à quel point le garçon peut être modelé, façonné pour servir. « Quelle est ta plus grande peur ?» demande la voix, douce, presque bienveillante. Une douceur feinte qui fait frissonner Ahmad. Il hésite, terrifié à l'idée que chaque mot puisse être retourné contre lui. « Réponds !» Le ton se durcit. Alors Ahmad murmure « Ne plus jamais revoir ma famille. »
L'examinateur hoche la tête, satisfait. Bien. La peur de l'abandon révèle un fort attachement familial. Ce lien pourra être redirigé vers ses maîtres, avec la formation adéquate. Ahmad comprend avec horreur que même ses émotions les plus intimes deviennent des outils de contrôle. L'examinateur teste ensuite son obéissance. Les ordres s'enchaînent. Lève la main droite, touche ton oreille gauche, agenouille-toi, lève-toi, tourne sur toi-même. Chaque geste est exécuté sans faute. Mais l'homme observe bien plus que la simple obéissance. La grâce du mouvement, la vitesse de compréhension, la manière dont Ahmad se tient lorsqu'il reçoit un ordre, tout cela déterminera le programme de formation et le rang futur du garçon dans la hiérarchie du palais. L'examinateur sort alors un petit flacon d'huile parfumée. Il en verse quelques gouttes sur la peau du garçon. Observe la réaction, la façon dont le parfum se mêle à son odeur naturelle. Il note la couleur de l'huile sur l'épiderme, évalue quelles essences et quels cosmétiques mettront le mieux en valeur sa beauté. « Excellente absorption », dit-il. La peau prend bien l'huile. Le parfum naturel est agréable. Ce sujet répondra bien aux soins esthétiques. Ahmad sent la nausée monter. Il vient de comprendre que son corps est testé comme une étoffe, une matière à teindre, à orner, à vendre. Viennent ensuite les tests de tolérance à la douleur, présentés comme des examens médicaux. Des aiguilles perçant la peau, des pressions s'exercent sur les muscles et les nerfs. Chaque réaction est observée, chronométrée, consignée. Bonne résistance à la douleur, note l'examinateur, alors qu'Ahmad retient un cri lorsque l'aiguille s'enfonce dans sa chair. Celui-ci supportera les aspects les plus exigeants de la formation, sans dommage psychologique. Cette phrase, dite avec détachement, glace le sang du garçon. Sa capacité à souffrir vient d'être enregistrée comme une qualité. La dernière phase consiste à évaluer ses réflexes, ses réactions à différents types de contacts. Les mains expertes du maître glissent sur son corps, notant les zones les plus sensibles, les gestes qui provoquent un sursaut, ceux qui suscitent une réaction douce ou contenue. Ces informations serviront à concevoir des entraînements précis, destinés à perfectionner la réceptivité du futur serviteur. Chaque sensation, chaque frisson devient une donnée dans le dossier d'un enfant, réduit à un objet d'étude. Tout au long de l'examen, Ahmad lutte pour préserver son identité. Il tente de se rappeler qu'il est plus qu'un corps, plus qu'un ensemble de caractéristiques mesurables. Mais la rigueur du processus, le froissement régulier du parchemin où tout est noté, finissent par dissoudre son sentiment d'existence. Il commence à se voir à travers le regard de l'examinateur, non comme un être humain, mais comme une matière précieuse à polir, à domestiquer, à exploiter. Autour de lui, d'autres garçons subissent le même traitement. Les uns sont rejetés pour une cicatrice, une dent manquante, ou un tempérament jugé trop rebelle. Les autres sont classés selon leur potentiel. Concubins personnels pour les plus beaux et les plus dociles, entertaineurs ou serviteurs pour les autres. Ahmad reçoit la classification la plus élevée. Le rapport mentionne « sujet exceptionnel, haut potentiel pour formation avancée ». Il ne comprend pas encore que cette distinction le condamne à un destin à la fois privilégié et effroyable. La documentation est méticuleuse. Chaque détail est enregistré. Chaque garçon reçoit une plaque métallique portant un numéro et un symbole. Les chaînes se referment autour des cous, le marquage officiel de leur nouvelle appartenance. Ahmad porte désormais l'insigne du rang suprême. Dans le silence pesant des chambres, certains enfants pleurent, d'autres fixent le vide, déjà absent d'eux-mêmes. Le rapport final tombe, froid et précis. 17 garçons examinés, 14 retenus, 3 rejetés. Et la note de conclusion ? Commencez immédiatement la formation pour maximiser le rendement. Des enfants sont devenus des chiffres, des vies réduites à un inventaire. La transformation est achevée. Ils étaient des fils. Ils ne sont plus que des biens.
Les garçons qui ont passé l'inspection sont conduits au loin, leur chaîne tintant doucement à chaque pas. Derrière eux, la salle d'examen est nettoyée, préparée pour le prochain groupe qui subira le même sort. Le cycle continue, alimentant sans fin l'appétit insatiable du palais pour de jeunes hommes, beaux, malléables, que l'on façonnera selon les désirs de leur maître. Ce processus d'examen n'a rien d'anodin. Il sert à identifier les sujets les plus précieux, à fournir les données nécessaires au programme de formation et à commencer l'endoctrinement psychologique destiné à briser toute résistance avant même qu'elle ne naisse. Tout est pensé pour une seule finalité, maximiser l'utilité de la marchandise humaine, tout en réduisant au minimum le risque de rébellion. Les registres tenus pendant ces examens offrent aujourd'hui aux historiens une vision glaçante de la précision bureaucratique de cette exploitation. Chaque détail est consigné. Les procédures sont normalisées, les classifications codifiées. Tout révèle un niveau d'organisation qui transforme le trafic humain en une véritable entreprise commerciale, froide, méthodique, rentable. Ces garçons n'étaient pas de simples victimes du hasard. Ils étaient soigneusement sélectionnés, produits d'un système affiné au fil des siècles. Mais derrière cette apparente efficacité, le coût humain était incommensurable. En une seule séance, ces enfants perdaient leur dignité, leur intimité et jusqu'à la conscience de leur propre valeur. Ils n'étaient plus des individus, mais des corps évalués, pesés, réduits à leur potentiel d'utilité, sans que jamais leurs besoins émotionnels ni leurs droits humains ne soient considérés. Le traumatisme de cette expérience marquerait leur existence à jamais. L'examen, sous son apparente rigueur médicale, était l'un des aspects les plus systématiques et les plus déshumanisants du commerce des concubins. Il mêlait diagnostic physique, évaluation psychologique et estimation marchande en une seule procédure. Ces enfants, ainsi catalogués, porteraient à vie le fardeau de cette réduction, celui d'avoir été traités non pas comme des êtres humains, mais comme la somme froide de leurs attributs physiques et de leurs valeurs pour autrui.